Vous ne pouvez pas haïr un peuple ou une communauté qui ont cessé de vous haïr. Vous ne pouvez pas aimer vraiment un peuple ou une communauté qui vous haïssent encore ou qui vous méprisent sourdement. C'est qu'en matière de relations entre communautés, l'oubli est une manière particulière et unilatérale d'établir des rapports avec les autres, mais que la mémoire, qui est non pas une médication de l'oubli, mais à la lettre son éclat et son ouverture, ne peut être que commune à tous. L'oubli offense, et la mémoire, quand elle est partagée, abolit cette offense. Chacun de nous a besoin de la mémoire de l'autre, parce qu'il n'y va pas d'une vertu de compassion ni de charité, mais d'une lucidité nouvelle dans un processus de la relation. Et si nous voulons partager la beauté du monde, si nous voulons être solidaires de ses souffrances, nous devons apprendre à nous souvenir ensemble. Moi lever les matins, oh, moi qu'à prendre bout de côte là, moi qu'à marrer moi pour moi faire moi, il garde son moi, oh. Les mémoires des esclavages ne cherchent pas à raviver les revendications ou les réclamations avant toute chose. Dans le monde total qui nous est aujourd'hui imposé, la poétique du partage, de la différence consentie, de la solidarité des devenirs naturels et culturels dans les diverses situations du monde, nous incline vers un rassemblement des mémoires, une convergence des générosités, une impétuosité de la connaissance dont nous avons tous besoin, individus et communautés, d'où que nous soyons. Conjoindre les mémoires, les libérer les unes par les autres, c'est ouvrir les chemins de la relation mondiale. Tous les jours de mai sont possibles. Nous agirons pour étendre ces réseaux de connaissances et de liberté et libérer les imaginaires. Et voyez-vous, femmes et hommes de la mémoire partagée, diffractés, le monde se trouvera de manière éclatante en nous et avec nous. Alors écoutez, pour rester sur ces cimes que vous venez d'entendre, ces cimes dont nous sommes tous co-responsables, et nous allons revenir sur cette notion de co-responsabilité parce que j'y tiens et j'y crois fondamentalement, je voudrais encore, filer cette parole et vous laisser entendre encore ce que disait Édouard Glissant dans Une nouvelle région du monde. Ce sera pour moi, non pas un tour rhétorique, mais une manière de présenter de manière un peu moins plate, un peu moins ordinaire, les deux géants de la mémoire de l'esclavage qui sont à ma gauche. Il disait ceci, donc, dans la conclusion de l'un des chapitres justement consacrés au processus mémoriel. Il disait « Il ne s'agira pas de rétrécir ces mers et ces océans où se diluent nos mémoires, mais d'y voir lever au large cette nouvelle région du monde où nous entrons tous. Souvenons-nous ensemble de tous les côtés de ces mers. La mémoire est un archipel, nous y sommes alors des îles que les vents inspirés mènent à dérader. Nous sommes tous, mesdames et messieurs, ces îles de cet archipel mémoriel que Glissant décrit. Il est certain que nous avons les loisirs pour nous d'être ces îles-là. Les grands témoins que nous avons invités aujourd'hui sont certainement ce que Saint-Jean-Père s'appelle les îles hautes. C'est-à-dire que pour moi, je vais essayer de vous introduire pour quelles raisons je dis ça, ils sont des vigies. Ils sont des vigies de cette mémoire car ils ont introduit auprès de nous ce que je n'hésite pas à nommer une grammaire de la mémoire. Alors en quoi ils ont introduit cette grammaire de la mémoire? Je repense au moment où nous avions construit justement le début, l'embryon de ce site dont je vous parlais tout à l'heure, les mémoires des esclavages et de leurs abolitions, avec Sylvie Glissant en 2013. Et à ce moment embryonnaire de notre construction, de notre réflexion, nous avions pensé à ce terme qui était « pierre vive de la mémoire ». Il se trouve que ces deux géants-là, Louis Salabolins et Doudou Dienne, nous ont apporté des pierres vives de la mémoire, à savoir qu'ils ont permis chacun à sa façon, à la fois la conscientisation de chacun sur la charge historique que représente la traite transatlantique, mais également ils nous ont permis et ils nous permettent encore de penser cette mémoire au présent.
Et alors je vais vous dire en quoi chacun d'entre eux a pu décliner cette grammaire mémorielle de manière particulièrement exceptionnelle, et nous en sommes tous les contemporains. Nous sommes les contemporains de ces gens qui ont tracé des routes qu'il s'agit pour nous d'emprunter et qu'il est loisible pour nous d'emprunter encore. Louis Salamolins, le rôle de Louis Salamolins dans cette grammaire mémorielle, c'est donc particulièrement celui d'une vigilance du point de vue de l'éclairage des mécanismes historiques qui ont permis l'instauration puis la perpétuation du système esclavagiste. Louis Salamolins, comme vous le savez, a reçu en 2014 une mention spéciale de la part du prix Carbet de la Caraïbe et du tout monde, et pour pouvoir justement qualifier ce que j'appelle cette mise en valeur, cette émergence à notre esprit et à notre clairvoyance de ces mécanismes historiques du système esclavagiste, je crois que rien n'est mieux que lire précisément la déclaration qui fut celle du jury du prix Carbet en 2014. Il disait ceci. Donc c'était pour cet ouvrage qui est le dernier de Louis Salamolins sur l'esclavage, esclavage et réparation, les lumières des Capucins et les lueurs des pharisiens. Donc voici la déclaration du jury du prix Carbet. À Louis Salamolins, pour son essai Esclavage, réparation, les lumières des Capucins et les lueurs des pharisiens, le jury a ainsi tenu à le saluer pour l'ensemble de ses travaux consacrés à la question de l'esclavage. Il a tenu aussi à saluer sa recherche sans cesse innovante dans le domaine de l'histoire des esclavages et d'une méthode, je vous demande d'être attentif particulièrement à cela, et d'une méthode qui consiste à faire émerger ces traces enfouies grâce à la révélation des documents. Il a tenu enfin à saluer son engagement intellectuel et politique en faveur de la conscience de ce phénomène, historique, en vue d'une future relation sereine et apaisée entre les mémoires des peuples des mondes colonisés et colonisateurs. Et alors précisément, les termes de cette déclaration sont très exacts, car justement, la méthode de Louis Salamolins consiste effectivement à faire émerger des traces enfouies. Il ne s'agit pas de redire, comme beaucoup de gens l'ont dit assez rapidement, que Louis Salamolins, d'une certaine façon, en 1987, avec son code noir, le calvaire de Canaan, a exhumé le code noir. Il ne s'agit pas de cela. Le code noir était déjà connu, mais il était, il faut bien le reconnaître, dans les limbes de l'historiographie française. Donc, ce que Louis Salamolins a permis de faire avec cet ouvrage en 1987, c'est quoi en somme? C'est de montrer à quel point il s'agissait d'une mise en perspective pour lui, une mise en perspective inédite du dispositif de légitimation juridique de l'esclavage, en quoi avait consisté l'édit royal de 1685. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce legs absolument indépassable tout à l'heure, en évitant aucun débat à propos de cette polémique lamentable qui s'est fait jour l'année dernière, non pas en reprenant les termes tout à fait vulgaires, mais en essayant de mettre en perspective pourquoi justement Salamolins ne cesse d'obséder même ceux qui ont des visées quelque peu discutables, pour le moins. Alors, en quoi a consisté également cette méthode? Très particulièrement, et sans vouloir délayer trop les choses, je dirais ceci. La réflexion et la méthode de Salamolins autour de l'esclavage, finalement, c'est une méthode à laquelle il est demeuré fidèle et qui part d'un prédicat spécifique à la philosophie politique. Ce prédicat, c'est celui que la violence historique s'exerce en vertu de son institutionnalisation. Et à partir donc de ce prédicat, un travail d'historien, un travail tout à fait magistral et absolument incontestable par toutes les universités du monde entier, croyez-moi, l'assise intellectuelle de cet homme-là est absolument patente, contrairement à ce qu'on a voulu, encore une fois, insinuer l'année dernière. Et donc ce travail magistral d'historien a consisté en quoi? Donc comme je vous l'ai dit, le Code noir en 1987 avec cette nouvelle mise en perspective tout à fait inédite, mais en 2014, qu'est-ce qu'il fait? Il va véritablement révéler des textes tout à fait inconnus, des prises de position de Capucins qui, en plein XVIIe siècle, sont déjà en train de réclamer réparation pour le crime esclavagiste. Il ne faut pas oublier que la réflexion de l'esclavage chez Louis Salamolins suit celle qui avait commencé autour de l'Inquisition en 1981. Et vous pourrez trouver ce livre à l'entrée, représenté par Louis Gallimard, le Dictionnaire des Inquisiteurs. Qu'est-ce qu'il fait en 81? Il met en exergue un texte tout à fait inconnu, un véritable manuel pour les inquisiteurs.
Valence 1494. Et donc là, vous avez véritablement une méthode qui est absolument étonnante, puisque c'est la révélation. Là, alors là, pour le coup, c'est réellement de l'exhumation. Et nous avons donc la nécessité de revenir sur le pourquoi. Pourquoi les coups de boutoir aujourd'hui que l'on connaît contre ce travail qui a été central, qui a fait autorité jusque-là, pourquoi ces coups de boutoir sont portés aujourd'hui? Je vous le répète, il nous incombe à tous d'être dans la vigilance à laquelle Salomon Lens nous a invités. Donc cette co-responsabilité, c'est également le tribut dont nous voulons faire preuve vis-à-vis de son œuvre. Pour ce qui est de Doudou Dienne, je dirais qu'en regard de cette géographie, cette grammaire, cette géographie également de la mémoire dont j'ai parlé tout à l'heure, je dirais qu'il est porteur particulièrement d'une double allégeance de ce programme qu'il a institué à partir de la conférence internationale de Ouida en 1994, qui a donc donné le coup d'envoi de ce programme, qui est un cas unique finalement dans l'histoire de la recherche historique et de la diffusion d'un savoir, à savoir la route de l'esclave pour l'UNESCO. Cette double allégeance, c'est d'abord l'approfondissement de la connaissance de l'histoire en tant que telle, l'histoire vue sous l'aspect des itinéraires, du temps long dont avait parlé Fernand Braudel, et puis des parcours tels celui de la route de la soie. Donc la route de l'esclave, c'est cela. N'oublions pas qu'il s'agissait à l'époque également de tirer du silence ce que nous connaissions simplement par allusion sur le stade international. Alors, à l'époque donc de cette conférence de Ouida, il s'agit de mettre au point véritablement un programme qui va être accompli et qui est encore en cours d'accomplissement. Vous savez qu'en 2014, on a fêté les 20 ans de la route de l'esclave. Et il s'agit de quoi? Il s'agit à la fois d'un programme international qui met en mouvement différents centres de recherche dans le monde entier et un programme donc, de diffusion du savoir. Mais dans le même temps, il ne faut pas oublier que la route de l'esclave telle qu'elle est conçue par Doudou Dienne est une mise en lumière des mécanismes contemporains qui sont issus de cette histoire. D'où, si vous le permettez, cet enjeu éthique qui nous provient de cette histoire. Et c'est certainement là que nous pourrons percevoir le plus sûrement ce qui rapproche nos deux invités. Donc, sous l'impulsion de Doudou Dienne, effectivement, la réflexion de cette route de l'esclave va s'affirmer dans sa dimension éthique. Cette dimension éthique dont nous sommes également les co-responsables, justement, elle lie ces deux acteurs-là. Parce que je vois dans leurs deux voix cet impérium de l'éthique qui était déjà rappelé, qui était rappelé sans cesse par Édouard Glissant quand il parlait dans ses essais de la réflexion sur la mémoire de l'esclavage, c'est-à-dire cette dimension, cet impérium sans lequel finalement l'histoire de l'esclavage pourrait devenir le département de ce qu'Édouard Glissant appelait l'histoire objectivée. Nous allons reprendre ce débat tout à l'heure avec Louis Salomon Lens, mais déjà insister sur, en somme, ce commun impérium éthique que ces deux acteurs de la mémoire de l'esclavage nous proposent et qu'il est de notre responsabilité aujourd'hui de relayer. Alors pour commencer, messieurs, le dialogue auquel je vous convie, et je vous convie tout à l'heure avec les étudiants de Sciences Po Bordeaux qui peuvent rejoindre leur place parce que j'aimerais bien que tous Sciences Po Bordeaux aujourd'hui soient représentés. Vous pouvez venir. Et également vous, Christine Chivalan, et également Madame Gaillet, vous pouvez venir parce que le dialogue va s'instaurer entre vous et nos grands témoins. Je voudrais vous demander, Louis Salomon Lens et Doudou Dienne, aujourd'hui nous sommes le 10 mai, pour commencer notre dialogue, qu'est-ce que vous pensez finalement de l'intériorisation ou pas de cette mémoire de l'esclavage telle qu'elle est vécue aujourd'hui dans le moment commémoratif du 10 mai en France? Et puis nous pourrons donc en venir véritablement à vos positionnements individuels par rapport à ça. Alors, je suis libre à vous de prendre la parole autour de ce présent de la commémoration en France. Comment il vous apparaît? Oui. Merci, tout à fait, oui. Privilège de l'âge.
Oui, la commémoration existe. Je crains qu'elle ne s'effiloche un peu. Il m'a semblé que lorsque nous avons commencé, il y a une dizaine d'années, enfin, lorsque la loi Taubira a été promulguée et que la date du mai a été instaurée, j'ai l'impression qu'il y avait une espèce de, de convergence des forces pour que cette mémoire soit effective, pour qu'elle soit respectueuse, pour qu'elle ait, comme vous le disiez à l'instant, pour qu'elle ait une dimension éthique incontestable. Et il me semble que nous allons, et je le regrette, vers un certain effilochement. Non pas que j'appelle effilochement le fait que l'on commémore ici, là et ailleurs, mais que le sens même de la commémoration semble s'effilocher. On ne sait plus tellement, et ça c'est l'une des conséquences des dérives d'une certaine historiographie, on ne sait plus tellement ce qu'on commémore. On gomme l'aspect tragique de l'histoire dont nous sommes tous témoins et dont nous sommes tous, tout à fait que nous soyons issus. Et par conséquent, fidèle à ma nature, je ne suis pas à ce propos d'un optimisme total. Peut-être sur le plan international, le deuxième, comment, en dehors même de la France, vous voyez aujourd'hui se déployer la mémoire à travers le monde? Mais je crois que le point principal, c'est que c'est un concept ambigu. Il y a un côté obscur. Mais commémorer, dans commémorer, il y a mémoire. Et il est évident que la tragédie de l'esclavage, oubliée, doit faire l'objet d'une mémoire. Mais de quelle mémoire? Et c'est là que vient le côté obscur et l'ambiguïté, pour deux raisons. La première, c'est que la commémoration est un acte, en tout cas on le voit aujourd'hui au Jardin du Luxembourg, un acte officiel de l'État, du pouvoir. Et donc c'est un acte officiel de l'État, d'un pouvoir, qui sur la question de l'esclavage n'est pas complètement neutre. Elle est l'État, le pouvoir, et d'une certaine manière l'incarnation d'une longue histoire dont les effets sont encore présents. Donc il y a une ambiguïté et on le voit simplement sur un point précis. J'étais l'année dernière au Jardin du Luxembourg. Le point central qui a été fait c'était Manuel Valls parce que Hollande était au mémorial d'Arc en Guadeloupe. C'était de dire que la réparation, il ne faut pas en parler. Donc rejet, comme ça, catégorique, tranchant. Alors là aussi, je termine où il y a ces noms ambigus, c'est que là, nous avons affaire à une histoire longue, dont les racines sont très profondément ancrées dans le récit français, dans l'histoire française, mais et qui a des conséquences présentes, concrètes. Or, la commémoration est conçue comme un acte ponctuel. C'est-à-dire, il y a une date, il y a un moment, on en parle, et puis ensuite, on oublie. Donc, il y a ces deux points ambigus-là que je voulais mentionner. Je suis effectivement surpris, mais c'est tout l'objet de votre propos aujourd'hui, de cette sorte de... ces ombres que vous voyez véritablement. Je suis surpris, alors quand je dis que je suis surpris, je fais un peu le naïf, mais il est vrai que quand vous parlez de l'approche mémorielle, on peut ignorer que depuis quelques années, on ne cesse de nous dire de toutes parts que la mémoire est disjointe de l'histoire. Et qu'il faut faire très attention à ne pas mélanger les deux instances, parce que sinon, on risque d'attribuer du pathos à l'histoire qui se doit, comme vous le savez, d'être scientifique, et on risque d'attribuer une science à un mouvement pathétique qui finalement est celui des afro-descendants et de ceux qui veulent partager leur turpitude. Il me semble que cette disjonction qu'on essaye d'introduire et que finalement vous percevez au plan national et au plan international, cette disjonction milite en quelque sorte pour cet effacement des traces. Les traces,
ce concept éminemment glissantien. J'avais nommé la rencontre d'aujourd'hui histoire et mémoire conjointe. Il me semble que dans vos approches, dans celle de la route de l'esclave, dans celle de vos travaux, vous avez justement, par cet impérium éthique que je rappelais tout à l'heure, qui est indispensable, sinon on va vers autre chose, vers cette histoire objectivée. Il me semble que vous avez justement essayé de militer pour cette jonction de la mémoire et de l'histoire. Alors bien sûr, vous l'avez rappelé, ça, Louis Saint-Volens tout à l'heure, la mémoire est un combat d'une certaine façon. C'est une avancée graduelle dont personne ne peut prémunir, ne peut prévoir les régressions. Peut-être qu'aujourd'hui nous sommes à un stade de régression en effet, mais il me semble que vous, dans chacune de vos voies respectives, vous avez milité pour ce dialogue entre histoire et mémoire. Qu'en est-il pour la route de l'esclave et qu'en est-il pour le Code noir et le calvaire de Canaan en 87? Écoutez, en ce qui me concerne, je voudrais tout de même baliser le terrain tout de suite. Histoire et mémoire. Les historiens de métier prétendent que l'histoire est une science neutre. Non. Moi j'ai appris à la maternelle, sinon à la maternelle au bac, sinon au bac à la fac, que l'historien est histoire, que le lecteur est histoire, et qu'il est impensable de pouvoir imaginer que l'historien surplombe son objet un peu de la façon désincarnée dont ton âge contemplerait l'essence des choses. L'histoire est incarnée, l'histoire est nécessairement partielle et partielle, même et surtout, je dirais, lorsqu'elle revendique sa pureté. Prenons la traite. Il va absolument de soi que l'esclave historien, le négrier historien, le tonnelier historien, le notaire historien, l'aumônier historien, vont tous raconter la même histoire selon une stratégie d'écriture diverse. Et il faudra que chacun sache que c'est l'historien qui parle, mais que c'est le négrier qui parle, que c'est l'esclave qui parle. Or, dans l'histoire de l'esclavage, il me semble qu'il est tout à fait légitime, je dirais même nécessaire, d'essayer, cette démarche impossible, mais d'essayer de s'approcher de ce que pourrait être le regard de l'esclave sur son état. À partir de ce moment-là, il me semble normal que celui qui essaie d'intérioriser le regard de l'esclave sur son état d'esclave ne pourra pas se confondre avec le regard des tabellions, si c'est se faire, ou le regard même des philosophes très stylés, qui dans son bureau, à Paris ou quelque part en France, à Bordeaux, n'est-ce pas, eh bien, traite du même sujet. Je vous donne un exemple qui est assez énervant. Vous savez, avant de venir ici, je me suis offert, j'ai écouté à travers Internet, la prestation de Taubira l'année dernière. Taubira parlait de rage. Elle insistait sur le mot rage. Et elle disait, il faut maîtriser la rage, à condition que ce soit possible. Il faut essayer. Alors, en essayant de maîtriser ma rage, je vais vous rappeler quelque chose de très récent, non pas avant-hier, hier, non pas hier, aujourd'hui. Vous prenez Hérodote, la revue très savante, plutôt de gauche, la revue qui fait opinion dans ce qui concerne les études de géographie et aussi en histoire. Eh bien, le dernier numéro d'Hérodote contient un article de, je ne dirai pas le nom parce que je n'ai pas offensé personne, n'est-ce pas, dont le titre est le suivant: limiter les abus de l'esclavage au risque de le légitimer. Limiter les abus de l'esclavage au risque de le légitimer. Et vous imaginez le contenu. Le texte dit tout. Et cet article est accompagné d'un autre article qui, lui, est, là je vais dire le nom, c'est Adalène Dignan, parce que je ne connais pas, dont le titre est le suivant: la traite, un crime contre l'humanité, point d'interrogation. La traite, un crime contre l'humanité, point d'interrogation. Dans le chapeau de l'article, Hérodote, là, tout de suite, au mois de mai, je lis ceci: la loi Taubira viole la connaissance historique et rate l'occasion de réunir les Français autour de l'histoire commune. Ça, c'est dans le chapeau de l'article. Et dans un sous-titre au cœur de l'article, je lis ceci: crime contre l'humanité, point d'interrogation, retour à la réalité. Et je lis la conclusion de cet article, encore une fois, Hérodote, de gauche, aujourd'hui en vente dans tous les bons livrets. Conclusion: sous des aspects très divers,
l'esclavage demeure la pire forme d'exploitation de l'homme par l'homme, est-ce pour autant un crime? Point d'interrogation. Un crime contre l'humanité? Point d'interrogation. Tenez-vous bien, sans doute dans certaines limites. Mais où s'arrête la frontière, si, entre l'esclavage considéré comme crime contre l'humanité et l'esclavage considéré comme simple infraction au code du travail? Je vous jure, c'est dedans. Je l'ai lu hier soir. Bah, ça mérite une lettre. Hein. Bah oui, au moins. Oui, Attendez voir. écrit ensemble. Attendez une seconde. Et alors, le type conclut, en citant qui? En citant Régent, bien évidemment, qui dit ceci: ce ne sont ni l'Occident, ni l'Afrique, et encore moins la nation ou la République, qui sont responsables de l'esclavage, mais des hommes avides d'enrichissement et de pouvoir. Après quoi, le cher auteur, il va de l'envolée classique sur la neutralité de l'histoire, et on nous dit ceci, on nous dit, l'historien ne juge, ne blâme, ni ne félicite, l'historien raconte. Et voilà comment les historiens racontent. Alors pour en venir à votre histoire, la mémoire se fait, si je veux dire, toute seule, et c'est quelque chose qui s'amalgame avec l'idéologie d'un moment, mais l'histoire elle-même n'est pas neutre, ne peut pas l'être. L'histoire est le fait, un travail très sérieux, de quelqu'un qui dit d'entrée de jeu d'où il parle. À partir de l'instant où il dit d'où il parle, chacun peut comprendre qu'il est, chacun, à sa façon, une stratégie spécifique dans la gestion de l'archivistique. Et voilà pourquoi vous avez, encore un exemple, et puis j'arrête. J'ai deux historiens en tête. Je ne dirai le nom ni l'un ni l'autre, mais l'un et l'autre m'ont fait plein de compliments l'année dernière. Mais dont l'un commence très souvent ses entrées dans l'élément, dans l'histoire de la spécificité de l'histoire de l'esclavage au féminin. Il la commence tout le temps, je l'ai repris au moins 3-4 fois, sur l'histoire, c'est le début, c'est l'exergue de ses travaux, sur l'histoire d'un infanticide commis par une femme noire qui a fricoté en même temps avec un blanc et un noir, qui bien entendu s'attendait à ce que l'enfant fût blanc, comme ça il serait vice-patron, et elle le tue parce qu'il est noir. Bien. Du même moment, un autre historien, très fort, que nous fréquentons tous dans l'histoire de l'esclavage, ne sait aborder, c'est une femme, ne sait aborder l'histoire des femmes de l'esclavage qu'en racontant quoi? En racontant ce que nous savons tous par cœur, la quantité énorme d'avortements provoqués par des femmes noires enceintes qui préfèrent tuer leur enfant, on en parle déjà chez le père Duterte et chez le père là-bas, plutôt que d'accoucher d'un esclave. Qui a raison, qui a tort? L'un et l'autre parlent de l'histoire. L'un et l'autre peuvent sortir les arguments. Mais il va de soi qu'il y a une stratégie de banalisation de l'esclavage, c'est celle de celui qui commence par la négresse meurtrière, et la stratégie historienne de celle qui tient compte de la calamité absolue qu'est l'esclavage et qui commence l'histoire en parlant des avortements. Alors, mesdames et messieurs, si vous me faites un petit cadeau, je suis vieux, bientôt je vais crever, faites-moi plaisir. Faites-moi savoir d'un geste, n'importe lequel, que non, l'histoire n'est pas neutre. L'histoire est un combat. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il s'agit de vigilance, vous voyez, c'est exactement cela. Et avant d'écouter Doudienne à propos justement de ce lien que j'évoquais, j'essayais d'introduire justement tout à l'heure la notion de vigie. Et bien, vous avez vu ce que c'est qu'une vigie. La vigie ne laisse rien passer. Nous ne devons laisser rien passer. Quelle est cette comédie puérile qu'on essaye de nous jouer aujourd'hui sous les prétextes d'une histoire objectivée, d'une histoire qui serait finalement close sur elle-même, qui serait construite dans la claustration disciplinaire? Quelle est cette comédie puérile? Je voudrais introduire auprès de vous la réflexion que voici. Vous le savez, ne serait-ce que la loi de Christiane Taubira de 2001, qui s'est accompagnée également au plan international de cette conférence de Durban à laquelle avait participé Doudou Dienne. La loi de 2001 est aujourd'hui qualifiée, que ce soit à droite ou parfois même à gauche, de loi mémorielle. Qu'en est-il de ce mépris pour ce moment absolument essentiel qu'a été la reconnaissance de l'esclavage et de la traite comme crime contre l'humanité? Je repense avec cette vigie que vous exercez, Louis Salomon, je repense aussi à
cette désapprobation, et le mot est faible, qu'a écrit d'ailleurs Christine Chivalon, qui est à mes côtés, dans son ouvrage L'esclavage du souvenir à la mémoire, à propos des termes d'un historien que moi non plus je ne citerai pas, car je ne veux pas citer, parlant d'une humanité différente de la nôtre. Oui, mesdames et messieurs, d'une humanité différente de la nôtre, cet historien, et il est patenté, il est connu, cet historien a non seulement le droit de citer, mais prestige. Une humanité différente de la nôtre, ce sont des choses qui ont été écrites. Tout ceci, je crois, est effectivement particulièrement puéril en termes disciplinaires, puisque au même moment, nous sommes en train d'être les témoins d'un moment de mutation de l'historiographie attachée à la traite et à l'esclavage, qui est une mutation tout à fait positive et absolument, à mon sens, essentielle, puisque en vertu de ces ouvrages récents, qui sont ceux de Caroline Dabastide, publiés de Dominique Rogers, et même aussi, nous recevions l'année dernière Bruno Maillard et Frédéric Régent, il s'agit donc de l'exploitation des archives judiciaires pour finalement quoi? Faire émerger la parole de l'esclave, ce qui, en France en tout cas, contrairement au monde continent anglo-saxon, n'avait jamais véritablement émergé. Et c'est un moment de mutation qui, justement, fait se joindre à la fois l'histoire, qui n'est pas une discipline close, et cette mémoire, puisque l'émergence de cette parole, moi je me rappelle quand je suis tombé sur le témoignage de l'un des esclaves dont nous rapportent les archives, dont Bruno Maillard et Régent nous rapportent les archives dans leur ouvrage de l'année dernière, un marron, et qui dit ceci: à telle date j'ai tourné marron. Vous avez ça. Bon, pour moi, ça c'est un monument, c'est une pierre vive, c'est quelque chose qui vous prend. C'est une mutation. Ce sont des analyses en plus qui sont livrées, ce sont des mises en perspective. Et dans le même temps, vous avez cette disjonction et vous avez un peu ces manipulations un peu puériles. Alors, avant de revenir sur le pourquoi de tout cela avec Louis Salamoulins, parce que j'aimerais que nous n'évitions pas, eh bien oui, la raison, nous essayons de nous interroger sur la raison de ce malaise d'aujourd'hui. J'aimerais, sur cette jonction de l'histoire et de la mémoire, entendre avant tout donc Doudou Dienne pour ce qui est de la route de l'esclave. Juste 3 points. Je crois que Salamoulins vient d'illustrer un point fondamental qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il y a la nécessité d'une lecture idéologique de ces concepts de mémoire et d'histoire. Et ce que Salamoulins illustre par ces citations confirme une tendance lourde actuelle, c'est-à-dire il y a un projet de révisionnisme historique extrêmement profond qui a commencé il y a très longtemps, qui s'est amplifié quand nous avons lancé la route de l'esclave et que les études ont commencé à germer ici ou là, qu'on a voulu donner la parole aux victimes et demander aux historiens d'aborder la question, les gens de Nantes qu'on a accompagnés, etc. Les résistances qu'on a rencontrées. Et aussi le fait que depuis quelques années sortent des ouvrages qui littéralement questionnent les données fondamentales de l'esclavage. Je ne citerai aucun historien, vous les connaissez. Mais le fait que ces ouvrages reçoivent une publicité extrêmement forte, reprise dans les grands magazines de droite comme de gauche, et deviennent la doxa, et ce qu'on appelle plutôt l'endoxa, c'est-à-dire la pensée de ceux qui savent. Et littéralement, comme toute construction idéologique reprise par les politiciens. C'est-à-dire qu'il y a des historiens qui remettent en question des données importantes d'autres. Les médias leur donnent la grande publicité, la légitimation, et repris ensuite par les pouvoirs politiques, etc. Alors, deuxième point important. Ce n'est pas un fait nouveau. Ça s'inscrit dans l'histoire du monde et de l'humanité, du fait que tous les pouvoirs ont toujours été attentifs à contrôler la mémoire de leurs actes
Et toutes les constructions identitaires ont d'abord commencé par la construction d'une mémoire commune est extrêmement ambigu. Et le fait d'amener tout le monde, dominé comme non dominant, etc., à partager la même mémoire, c'est-à-dire partager la même lecture du récit national. Donc, nous sommes là dans un cheminement normal. Il ne faut pas s'indigner. Il faut laisser l'indignation à côté, mais déconstruire. Et deuxième point important, ça a des prolongements intéressants. Et c'est bon que les gens de Hérodote éruptent disent cela. Mais c'était bon aussi quand Sarkozy, quand il a été à Dakar, dans mon pays, à l'université, et qu'il a fait le discours de Dakar, où il a dit que le noir, l'Africain, n'est jamais rentré dans l'histoire. C'était intéressant. Les gens sont indignés, moi j'ai dit non, ne vous indignez pas, j'ai fait un rapport. Le Monde a fait un article là-dessus. Mais c'était bon qu'ils le disent. Parce que ce n'était pas une pensée individuelle isolée. C'était l'expression finale d'une construction intellectuelle très ancienne qui a irrigué une certaine partie de la droite française et de l'historiographie française. Le fait que ces peuples-là n'ont pas de mémoire, n'ont pas d'histoire, les peuples heureux n'ont pas d'histoire, dans le niveau de la formule, heureux, ils sont dans les nuages, dans les arbres, la musique, etc. Et donc, Sarkozy littéralement s'est lâché. Et c'est bon qu'il se soit lâché. Ça a été non seulement révélateur, mais aussi une occasion de réflexion. Et c'était énorme d'avoir un poli qui vient en Afrique et qui dit aux Africains, vous n'avez pas d'histoire. Il faut le faire. Il faut le faire. Et chez nous, il y avait une sidération, parce que nous sommes un peuple poli, nous accueillons les gens, etc. Il se dit, mais il est venu nous dire ça chez nous, nous le dire en face. Qui est cet homme? Mais c'était bon. Bon. Alors, troisième point important. Là où aussi l'enjeu est essentiel, c'est que quand nous parlons d'histoire et de mémoire, on a souvent tendance à nous référer à l'écriture, à la manière dont l'histoire est écrite par les historiens, etc., etc. Mais il faut savoir que les constructions mémorielles sont des constructions complexes, globalisantes et totales. Par exemple, il y a une donnée lourde que beaucoup de gens ne voient pas, c'est que vous prenez une ville comme Paris, toute la structure mémorielle de Paris, les noms de rues, de places, etc., sont de manière indolore, comme ça, tranquille, naturelle, l'inscription d'une mémoire qu'on demande donc par la symbolique de la rue, de la place, d'accepter, et les gens l'acceptent, gauche comme droite, oui. Et c'est en cela que nous avons accompagné Christiane quand elle a mené le combat pour débaptiser une rue, la rue du général, comment elle s'appelle encore, de Rougepoint, et pour lui donner le nom donc d'un des combattants de la révolte de Saint-Domingue, de Haïti. Et donc elle a mis là le doigt sur le fait que quand nous parlons de mémoire, nous ne référons pas seulement de manière classique, et on veut nous le faire amener, à ce que quelqu'un écrit, l'ouvrage, oui, c'est très important. Mais que nous sommes dans un environnement d'une mémorielle construite, et qu'elle occupe tout l'espace urbain et social, y compris évidemment les commémorations, actes symboliques construites, gérées, il y a des gérées, etc. Alors, troisième point pour terminer, on reviendra là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que quand on creuse, et c'est pour ça que nous, à l'UNESCO, on a dit, mais il va falloir qu'on objective cette question de mémoire, sur cette tragédie, ce que Jean-Michel Deveau, l'historien de Nantes, de La Rochelle, a appelé la plus grande tragédie de l'histoire humaine. Jean-Michel Deveau a dit que l'esclavage transatlantique est la plus grande tragédie de l'histoire humaine par sa durée et son ampleur. Je le cite. Et donc, cette tragédie fait l'objet d'un effacement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on creuse, pour terminer, le contenu, on se rend compte que quand on parle de mémoire et même de l'écriture de l'histoire, moi j'ai rencontré cette question quand j'ai été nommé rapporteur spécial sur les questions de racisme dans le monde, où j'ai fait des enquêtes dans une trentaine de pays.
du Japon au Brésil, la Suisse, la Russie. Quand on parle de mémoire, ce que l'accent est mis sur un aspect important, les faits historiques. Il y a eu l'esclavage, oui, parce que c'est un fait lourd qu'on ne peut pas nier. Et donc l'objectif est de donner un contenu à ce fait, de le réduire, de le rendre conforme à l'idéologie dominante, etc. Mais là où moi j'ai mis l'accent, en tout cas dans mes rapports aux Nations Unies et dans d'autres documents, c'est que quand nous parlons de mémoire, c'est ce que moi, ce combat-là que je mène, c'est qu'on ne peut pas, quand on se limite à un simple fait, et on sait que la description de fait n'est pas simple, il n'y a pas de fait objectif, il faut creuser. On décrit la tragédie de l'histoire, de la description, et il le fait de manière objective, collective, méthodique, graduelle, sans émotion, factuelle. Mais la deuxième donnée importante qui est occultée, c'est qu'il faut inclure dans la mémoire les causes profondes du fait. Parce que le fait ne vient pas du cosmos. L'histoire de l'esclavage, ça ne vient pas comme ça. Ça surgit. Il y a un contexte historique, il y a un contexte éthique, civilisationnel, entre guillemets. Donc, la mémoire inclut non seulement l'objectivation du fait, de la manière la plus précise, l'analyse des causes profondes du fait, parce que c'est seulement quand on cause, qu'on analyse les causes d'où ça vient, qu'on aide à comprendre. Et le troisième point, les responsabilités du fait. Et ces deux derniers points importants, cause profonde, d'où ça vient, et responsabilité, sont les deux parties de l'iceberg qui sont complètement occultées dans ce débat sur l'histoire et la mémoire de l'esclavage. Je crois que vous nous donnez là, Doudou Diène, les moyens précis et concrets d'apprécier ce qu'est un processus d'étude historique et un processus mémoriel. Et alors, précisément, dans vos propos, j'ai quelques sources d'inquiétude, parce que je vois la confirmation finalement du diagnostic que j'ai la faiblesse de faire. Je vais vous l'introduire, ce diagnostic, en rebondissant sur cet événement funeste auquel vous avez fait allusion, à savoir l'homme africain n'est pas encore assez entré dans l'histoire, Nicolas Sarkozy, président de la République française. Vous savez que le discours avait été écrit par Henri Guénaud. Que dit Henri Guénaud aujourd'hui? Que ma foi, on lui fait grief de quelque chose d'incontestable. Et il le dit. Il va selon les médias, répéter cela à l'envi, disant que quand il le dit, on le lui reproche, mais quand Césaire, Aimé Césaire, l'a dit, on ne lui a jamais reproché. C'est une manipulation, mesdames et messieurs, c'est une manipulation éhontée, puisque lorsque Césaire faisait allusion à l'homme africain qui n'est pas assez entré dans l'histoire, c'était une critique véhémente de Hegel, disant justement, dans cette phénoménologie de l'histoire qui relègue le noir à l'état de nature, justement que l'homme noir n'était pas assez rentré dans l'histoire. C'est donc une manipulation à laquelle procède un homme politique français. J'ai la faiblesse de voir là quelque chose qui n'est pas que de l'ordre d'un marionnettiste de la parole politique, mais qui est également en vigueur dans une certaine histoire instituée. Parce que qu'est-ce qu'on nous dit finalement? On ne va pas directement dans la négation, on ne va pas directement dans la révision, puisque tout de suite ce serait pointé. C'est oui, mais. Ça s'appelle comment cela? Ça s'appelle ce que je nomme la dialectique, et vous l'avez bien noté, c'est quelque chose qui avance progressivement, la dialectique de la minoration. C'est-à-dire que, somme toute, qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière dans cette polémique à propos du Code noir? À propos, avec un livre donc, que je ne citerai pas là encore une fois. On a dit que oui, Salah Molins, il a raison. Hein. Oui, là, il y a chosification. Mais il y a des droits. Il y a des droits, mesdames et messieurs. Dans le Code noir de 1685.
stratégie et dialectique de minoration. C'est ainsi que ce qui n'est pas encore un révisionnisme, mais ce qui y ressemble fort, est en train d'envahir véritablement les consciences. Vous avez parlé de mémoire globalisante. Effectivement, on est très loin, là, de la conception glissantienne, précisément, de la mémoire. Et avant de revenir, et pour pouvoir revenir, parce que c'est toujours lui, j'y pense toujours, excusez-moi, mais c'est toujours lui qui nous donne le cadre de notre réflexion, surtout à l'Institut du Tout-Monde. Lorsqu'Édouard Glissant, mesdames et messieurs, dans Tous les jours de mai, disait ceci, dans un paragraphe nommé « Histoire et mémoire », précisément, et qu'il sous-titre « Les nuits sont aussi brûlantes que les jours ». Voici ce qu'il disait en 2008, et ce n'était pas en 2015, il avait déjà tout prévu. Il avait déjà prévu les développements dont nous sommes les contemporains, avec leurs polémiques effilochées à l'envi. Il disait ceci: « On ne choisit plus aujourd'hui dans l'histoire comme dans un panier à provisions, retour du marché. On ne trie plus les meilleurs fruits et légumes en décrétant qu'ils font, et eux seuls, la saveur, la légitimité ou la vérité de ce qu'a été l'histoire pour autant de puissance, grande ou moyenne ou petite, ni de ce qu'elle est ici et maintenant. Les témoins se multiplient au monde, où il se trouve de moins en moins de terres conquises sur la carte de ces vérités qui désormais sont perçues de partout. Il ne s'élève certes pas une opinion publique mondiale, mais une infinité de réactions violentes et fugaces, difficilement gouvernables. Quelques rares historiens assez énervés tentent de parer à cela en prétendant décider d'une histoire objective, neutre, qui se voudrait scientifique, aux normes intouchables, et qui échapperait, dans la conception qu'on s'en ferait, aux faiblesses des prises de parti, au manque insensé creusé par les sentiments individuels et collectifs quand ils ne sont pas satisfaits et qu'ils retournent à ressentiment. Ces mêmes historiens tentent d'échapper au monde, dont la multiplicité les affole. Ils conviennent, c'est leur manière de se rassurer sur la pérennité de l'action humaine et à propos des orientations ou des actions d'un groupe dominant, que c'est là une vérité élémentaire du mouvement de l'histoire, par le fait qu'il ne saurait être question de revenir là-dessus. Mais revenir là-dessus, c'est être dans l'histoire, c'est la continuer. Le monde revient toujours là-dessus. Il ne se répète pas, il se multiplie. L'historien, aussi bien que son contradicteur, rentre dans l'histoire par les mêmes portes, et ils la font contradictoirement. Vous avez là peut-être l'une des choses les plus puissantes dans ce qu'on appelle l'épistémologie et le fait de penser, quand on est historien, à ce qu'on fait quand on écrit l'histoire, l'historiographie. C'est finalement ce que vous avez dit, Luis Salamonès, tout à l'heure, quand vous avez pointé vigilant les mouvements insidieux. Je l'attribue encore une fois à une dialectique. Je pense qu'on a fait que commencer ce mouvement. Ce mouvement, il est en marche. Je voudrais, à la lumière de ce que j'ai essayé d'introduire en termes de dialectique de la minoration, vous entendre sur ce qu'on vous a objecté violemment l'année dernière à propos donc, de vos travaux de 1987 et d'après, à propos du Code noir, à savoir que finalement, M. Salamolins, vous êtes l'auteur d'une vulgate, c'est la vulgate salamonienne, je reprends les termes orduriers. Vous êtes l'auteur finalement d'une dictature, on a parlé de dictature du salamonisme, du salamolincisme. Comment vous, qui avez donc porté, mis en perspective en termes de philosophie historique, le Code noir dans votre ouvrage de 87, comment vous voyez cela? Comment, outre le fait d'en être révulsé, comment vous analysez le pourquoi de tout cela? Qu'est-ce qui se joue ici qui ne se dit pas? J'aimerais pouvoir croire à ce que je vais dire, mais j'aurais du mal. La France a un problème de datation. C'est une réflexion que Doudou Dienne m'a déjà entendu faire maintes fois. Il va devoir la supporter une fois de plus. La France a un problème énorme, c'est celui de la coïncidence.
totale, au point de vue de l'histoire, entre l'esclavage, la légitimation de l'esclavage, l'horreur absolue de l'esclavage, et le sommet de la philosophie, les Lumières. Ce dont nous parlons se passe pendant les Lumières. Or, en France, on peut toucher à tout ou presque tout, page aux Lumières. Les Lumières, bas les pattes. On se brûle. Absolument. Les gens qui sont plus jeunes que moi peuvent attester qu'on peut faire en France, on pouvait, je ne sais plus, je crois que c'est encore vrai, mais on pouvait, de mon temps, faire en France un cursus universitaire complet, soit de philosophie, soit d'histoire, soit de civilisation, sans jamais rencontrer en cours de route ni l'esclavage et surtout le code noir. La codification de l'esclavage est totalement tabou. Lorsqu'il était nommé, il était nommé toujours d'une phrase, ça disait en gros ceci: les négriers étaient très très méchants, très pourris, très ignobles, des vraies bêtes, et le roi, dans sa mansuétude, s'arrangea pour qu'il y eût des mesures favorables aux esclaves. Quand tu tues un esclave, tu ne le saucissonnes pas, comme pourrait faire un négrier, mais tu lui tranches la tête d'un coup d'un seul. L'esclave est content. On lui tranche la tête, et bien il s'en tire à bon compte. Bien. Alors, vous comprenez, cette impossibilité de lire en même temps la prééminence, la dignité totale de l'individu, du citoyen, pardon, et la déréliction absolue de l'esclave passe mal. Elle peut passer mieux dans d'autres civilisations, dans d'autres contextes, où il n'y a pas cette coïncidence, où l'antiphrase par rapport à la phraséologie de l'esclavage n'est pas la philosophie, mais par exemple la théologie. Mais en France, on ne touche pas à Montesquieu. Prenons Montesquieu. Montesquieu, on apprend aux enfants, on leur demande d'apprendre par cœur le célèbre chapitre 5 du livre 15, dans lequel Montesquieu ironise avec cruauté sur la façon dont on traite les Noirs. Mais bon sang de bon Dieu, qu'on tourne la page. Juste après, le même Montesquieu a un chapitre qui dit « Règlements à faire », notez bien, « Règlements à faire pour l'esclavage ». Et un peu plus loin, dans le même livre, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, il s'émerveille de ce que nous faisons aux Antilles. Nos Antilles sont admirables, sans avoir un mot, sans une virgule, sur ceux qui, aux Antilles, triment pour que les Antilles soient fabuleuses. Bien. Et puis encore plus bas, toujours dans le livre 15, le même Montesquieu nous raconte que les dangers de l'esclavage sont énormes. Pour qui? Pour la moralité des maîtres. Parce qu'ils peuvent se contaminer, ces pauvres braves maîtres, de la turpitude, des manières de faire et de vivre des esclaves. Et c'est le seul et unique danger que M. Montesquieu trouve à relever à propos de l'esclavage. Et il ajoute, dans les mesures à faire, qu'il y a une mesure à ne surtout pas faire, c'est celle de décréter tout d'un coup l'affranchissement d'un grand nombre d'esclaves. Parce qu'évidemment, Montesquieu sait très bien que si on affranchit d'un coup trop, mais trop c'est trop, et ça fera du bordel, ça fera du désordre dans les colonies. Bien, alors, il y a une illisibilité. Il y a un autre aspect. Il y a des deuxièmes couteaux dans la lumière. Je parle aux chevaliers de Jaucourt. Il y a des deuxièmes noms dans la lumière qui, eux, pourfendent l'esclavage et critiquent la traite et l'esclavage. Mais les grands, les très grands, Montesquieu, Rousseau, n'ont pas un mot contre, non pas l'esclavage en général, mais contre cette sorte d'esclavage-là. Encore une seconde de philosophie. Lorsque dans le célèbre chapitre 4 du livre 1 du contrat social, Rousseau dit ainsi de quelque façon qu'on envisage les choses quand on dit esclavage et on dit roi, même endroit, on dit connerie, mais Rousseau dit cela après avoir énuméré 4 formes d'esclavage. Les 4 formes d'esclavage qu'il a lues chez Grotius. Mais Grotius ne parle pas de la traite. Mais dans les 4 formes d'esclavage que Rousseau condamne par définition, le nôtre, c'est qu'il n'y est pas.
Et on nous demande à tous, en philo, de pleurer tous les larmes de notre corps sur la grandeur de la condamnation de l'esclavage par Rousseau. Si Rousseau condamne l'esclavage du Français, du Manant, du Parisien, qui croupit sous les chaînes des tyrans. C'est ça l'esclavage que Rousseau condamne. C'est la soumission du pauvre sujet devant son monarque blanc. Mais il se fout comme de l'an 40 de la thématique de l'esclavage, à tel point que lorsque Émile, dans une de ses péripéties, rencontre l'esclavage en chemin, Rousseau s'y attarde très peu. Et et après j'arrête parce que sinon on sera demain. Rousseau, à un moment donné, et c'est dans ses réflexions sur l'origine de l'inégalité entre les hommes, parle de ces braves gens, très malheureux, qui, peinant de ne pas pouvoir être dans le pays qui les a vu naître, se jettent dans la mer au risque d'y mourir. On se dit, tiens, il a vu donc ça. Et non, et on le tourne, et on comprend qu'il s'agit de la peau. Il s'agit de Danois, qui en effet s'extrait d'une situation de servitude et qui risque de se suicider, de se noyer pour rentrer chez eux. Mais en même moment, à l'instant où Rousseau raconte cette histoire, le marronnage est une pratique constante dans les îles. Rousseau le sait, bon sang. Rousseau n'est pas quelqu'un qui n'est pas au courant du moment politique, du moment économique, du moment colonialiste de la France. Eh bien, il n'y a pas un mot. Alors, la France éternelle, encore une fois, a la difficulté de devoir se souvenir de quelque chose qui est inacceptable au point de vue de l'histoire tout court, et surtout au point de vue de l'histoire du droit, et qui est contemporain du grand moment. Une seconde, et je termine. L'esclavage en France, et ça c'est un point de non-retour, celui-là, c'est un point de non-retour. L'esclavage est réintroduit dans la loi française avec l'édit de 1887. Alors, qu'on ne me dise pas, comme il dit l'autre là, comme il a dit lui, c'était trop joli. Limiter les abus de l'esclavage au risque de le légitimer. Non, réintroduire l'esclavage pour que tout le monde soit tranquille. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire, cette irruption dans le corps juridique d'une nation, d'un comportement de l'esclavage qui a été mené depuis longtemps. Alors, les historiens, encore une fois, guillemets partout, Italie, tout ce que vous voudrez, un peu sympathique, que je ne nommerai pas, disent, mais enfin, ça, ne t'énerve pas. C'était un droit dérogatoire. Ah oui. Et qui donne la dérogation quand il y a un droit dérogatoire? Si je suis le roi de France et il y a un droit dérogatoire qui se passe là aux Antilles, c'est à qui je le dois? Au grand camp, aux Martiens, au pape? Non, je le dois à Versailles. C'est Versailles qui dit, je vais déroger à mon droit métropolitain pour exercer là-bas notre droit. Et ce droit-là, c'est l'esclavage. Alors, je pense que, à force tout de même de mettre sous le nez de chacun des textes qui valent la peine, comme le code, comme l'édit de on y arrivera, mais pour l'instant, les historiens adorent, pardonnez-moi le mot, adorent merdoyer, adorent banaliser, et adorent, dans la lignée, celui-là je le nommerai, d'Olivier Petri-Renouillot, et c'est la tendance sur laquelle s'appuie l'État lorsque le Sénat couronne Olivier Petri-Renouillot. Il couronne quoi? Il couronne une lecture d'une page néfaste de l'histoire de France qu'il inscrit dans le coulé tranquille d'une histoire de l'humanité qui dure depuis Sumer. Il y a eu des esclaves depuis toujours, il y en aura tout le temps. Puis tout d'un coup, en commençant par Sumer, tout d'un coup, à un moment donné, pendant 4 siècles, quoi, hein, il y a dans cette histoire néfaste, il y a un chapitre, comme ça, qui s'installe là-dedans, après tant d'autres, avant tant d'autres, qui est celui d'une codification française, d'une contribution française à une histoire de l'esclavage moderne. Et donc, ce à quoi nous assistons, vous appelez ça d'un mot gentil. Moi, j'appelle ça, j'appelle ça déjà quelque chose comme du négationnisme, parce que quand on commence à dire que finalement, il y a une médiation, que le Code noir instaure une médiation entre Versailles et l'esclave, je ne sais plus dans quel monde je suis, mes oreilles sifflent, mes frères. Une médiation. Mais est-ce qu'il y a une médiation entre le soldat qui applique la gégène aux résistants algériens? Cette gégène, c'est la médiation entre la présidence de la République française et le Félaga. Comme ça, cette banalisation, si on dit en Espagne, les Espagnols diraient continue ton chemin, aquí no pasa nada. Fais ton chemin, ici, il n'est rien arrivé. Et pourtant, je crois que c'est effectivement une dialectique de minoration, comme je le disais. C'est-à-dire que ça commence par la minoration.
C'est en train de continuer. Mais attendez une seconde. Mais quand on minore, parce que il y a des choses qu'on peut minorer. Alors, pardonnez-moi si c'est le côté excessif, je sais, bon. Mais on ne peut pas minorer un truc aussi énorme que la réintroduction, que la banalisation de l'esclavage dans un code civil. Tout à fait. Il n'y a pas de plus haut et plus bas, nous sommes dans l'absolu. Nous sommes dans l'absolue cochonnerie. Et quand vous êtes dans l'absolue cochonnerie, si vous en tranchez un tout petit peu, c'est encore de la cochonnerie, quoi. C'est un mouvement qui se fait et qui est en marche. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu nommer sous le vocable de dialectique. Ombres et lumières. Les grands témoins qui sont ici, je voudrais donc les entendre là-dessus. En somme, Louis Salamolens, vous venez d'introduire ce que vous avez fait en 1992, c'est-à-dire les misères des Lumières sous la raison de l'outrage, c'était cela. Vous avez été reçu comment? Vous avez été reçu par l'inconscient collectif français qui a dit « Mais non, les Lumières, c'est pas ça, les Lumières, c'est pas le fait de fricoter avec même des intérêts économiques, hein, avec l'esclavage ou avec la relégation, bon ben voilà, ça se passe aux Antilles, c'est pas notre affaire ». Vous avez eu affaire à cet inconscient qui s'est rebellé d'une certaine manière. Et en somme, beaucoup, à partir de là, vous ont donné cette réputation d'empêcheur de penser en rond. C'est un peu cela. Mais ombres et lumières, je voudrais penser aussi à l'une des figures qu'affectionne particulièrement Doudou Dienne, et je pense que c'est l'une des choses qui peut le mieux nous faire réfléchir à ce qu'a été cette histoire séculaire de l'esclavage, quand il reprend cette image qui est, comme vous le savez, une image de la physique quantique ou pas. Enfin, je ne suis pas scientifique, mais en tout cas, quand on vous parle de cette masse noire qui fait tenir finalement les astres entre eux, Doudou Dienne attribue dans une analogie qui est aussi une métaphore, à l'histoire de l'esclavage, la caractéristique de cette force noire qui finalement a conditionné le développement du monde. Donc ombres et lumières chez Doudou Dienne, et cette ombre, cette masse noire dans votre conception de la route de l'esclave, Doudou Dienne. Je voudrais vous entendre là-dessus. Oui, je crois que ce que Salamolens a dit avec sa passion contagieuse, c'est bon, il est là, Salamolens. C'est d'attirer votre attention sur un point très important, parce que il faut éviter le débat intellectuel, esthétique. Nous avons affaire à une opération, je parle d'opération, c'est un système qui a une grande profondeur historique, c'est-à-dire que c'est dans le temps long que cette lecture et cette construction s'inscrivent, mais également qu'il y a une continuité conceptuelle et philosophique prégnante qui a littéralement pénétré les systèmes de pensée, l'éducation, philosophie, les romans d'amour, tout cela, c'est dedans, plus ou moins masqué. Donc nous avons affaire à quelque chose de lourd, un bloc, qu'il faut pénétrer d'une manière beaucoup plus incisive. L'autre point important, c'est que les deux grands faits, parce qu'il faut expliquer tout ça. Il faut expliquer, il ne s'agit pas seulement de dénoncer. Il faut expliquer pour que, ici et maintenant, les gens puissent comprendre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai lu, entendu à la télévision, écrit, etc. Et qu'ils utilisent tout cela pour transformer leur réel et se battre. Les deux grands faits qui permettent, sur la question de l'esclavage et de toute oppression, qu'il faut rappeler, c'est le silence et l'invisibilité. Le silence historique est une arme absolue qui a été construite, auquel tous les pouvoirs ont été extrêmement attentifs, avec les instituts, les académies, les revues. Le silence. Le silence n'est pas l'absence de bruit, mais c'est la construction du bruit pour qu'on entende ce qu'on doit entendre. Il ne s'agit pas de ne pas entendre, mais il faut entendre la bonne parole, il faut savoir ce qu'il faut savoir. Donc le silence. Et l'autre, c'est l'invisibilité, c'est l'invisibilité sociale, économique et politique des victimes.
Et l'esclavage le montre. Quand vous prenez les sociétés contemporaines, en tout cas en France, dans les Antilles, il y a deux cartes qui se juxtaposent. La carte de la marginalisation sociale, économique et politique coïncide avec la carte des victimes de l'esclavage, et comme de toute domination. Quand les deux cartes coïncident, on a l'affaire à un système organisé. Mais le troisième point que je voulais aussi souligner et qui est important, et j'ajouterai au florilège de Salamone, et il est important que Salamone ait rappelé que ce dont nous parlons aujourd'hui 10 mai s'est déroulé en pleine période des Lumières. Très important, très important. Les Lumières, c'est la référence, etc. Et je citerai Voltaire, qui disait que la membrane muqueuse du noir est telle qu'il est l'esclave naturel des autres. Je vous envoie à la lecture du livre de Marc Crépon, les géographies de l'esprit, au Presse universitaire de France. Il cite bien, et puis il cite aussi, bon, toute la continuité scientifique, Geoffroy Saint-Hilaire et tous les grands savants dont les noms de rue sont, comment ils ont contribué, tout ça, les naturalistes, etc. Mais là où je voulais en venir, c'est que il y a un jeu de mémoire qui est un jeu de division, c'est-à-dire que les deux grands points de contestation sur lesquels il faut faire attention, c'est à la fois le révisionnisme, la réécriture de ce qui s'est passé, c'est-à-dire les lunettes culturelles qu'on veut nous mettre pour que nous puissions voir ce qui s'est passé et le réel d'une manière claire. Le révisionnisme de l'Holocauste qui continue. Mais le révisionnisme de l'esclavage qui revient en force, construite, assumée par gauche comme droite. Pétré-Grenouillot, prié sur Sénat, visibilité. Et le processus est simple. L'historien écrit quelque chose sur un fait historique dont il nie les fondamentaux en fonction de l'idéologie dominante et des pouvoirs dominants. Les médias le reprennent, lui donnent une visibilité, une légitimation. Les pouvoirs lui donnent une mise en pratique et une instrumentalisation. Et là, nous avons un système. Alors là où je voulais en venir pour terminer, c'est que là où c'est pervers, et ça nous concerne, il ne s'agit pas d'une question intellectuelle, c'est que le deuxième jeu de manipulation de la mémoire, c'est la parcellisation et la séparation des mémoires. Moi, je suis quelqu'un qui conteste le concept de guerre mémorielle. Il n'y a pas de guerre mémorielle. Il y a simplement le besoin pour chaque communauté dans une société multiculturelle que chaque communauté fasse en sorte que sa mémoire fasse partie du récit national. Et le concept de guerre mémorielle est venu précisément dans le sillage du travail du tribunal de ce que nous avons fait. Quand des minorités ont commencé à dire mais la mémoire de ce qui nous a amenés ici doit faire partie du récit national. Ah, guerre. Il ne s'agit pas de guerre, il s'agit de partage. Mais là où c'est pervers, c'est qu'on veut amener les victimes, séparer les victimes. Faire en sorte que la victime de l'esclavage, le noir, et on veut l'enfermer dans le colorisme, la couleur de peau, qui est un piège historique. La couleur de peau, on sait que c'est une affaire extrêmement qui est au soleil, etc. Mais on en a fait une idéologie et il y en a qui se sont enfermés dedans. On veut séparer cela de l'Holocauste et de ce qui s'est passé à la communauté juive ou les communautés roms, etc. En disant oui, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, au lieu de promouvoir le partage des mémoires, faire en sorte que dans une communauté multiculturelle, la mémoire soit multiculturelle, que la mémoire soit plurielle, et que chaque fleur, chaque communauté dans la nation, dans le jardin, que sa mémoire soit apportée et qu'on lise ses mémoires et qu'il y ait le partage des mémoires. Que le noir soit solidaire des juifs de l'Holocauste et sache que et accepte non seulement la singularité du juif de l'Holocauste et de l'esclavage, mais leur cause profonde commune. Et tous les pouvoirs ont joué sur cette séparation. Vous n'êtes pas les mêmes choses que les autres. C'est la même chose qui a été faite au niveau des Antilles, quand on a dit aux Antilles, ce sont les Africains qui sont responsables de l'esclavage. Effectivement, il y a eu des complicités secondaires. Alors là où je terminerai,
c'est de dire que ce dont nous parlons aujourd'hui, la cause profonde de cette... parce que, à quoi nous assistons, lui l'a montré, c'est à une offensive idéologique forte, médiatique, éditoriale. Les livres fleurissent, les bouquins, les articles, les éditoriaux, pour littéralement réécrire dans un contexte multiculturel le récit national dans un sens déterminé. Mais cela s'explique simplement à partir du moment, il faut toujours faire la chronologie. Quand les communautés victimes, dominées, noires, juives, arabes, de chinoises, ont commencé à dire notre mémoire singulière doit faire partie de la mémoire nationale et du récit national. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à lancer des concepts idéologiques, guerre mémorielle. Non, il n'y a pas de guerre, il y a partage. Mais l'enjeu ultime et politique, il s'agit de faire en sorte que ces communautés qui sont dans des sociétés plurielles comme la France actuelle, au moment où Sarkozy parle de la non-entrée des Africains dans l'histoire, son message ne s'adressait pas seulement aux Africains, mais aux descendants d'Africains qui vivent en France, pour les couper d'une racine beaucoup plus profonde qui pourrait donner une légitimité et un sens à leur combat politique. L'objectif n'est pas intellectuel. L'objectif est de mémoriellement neutraliser les singularités et les spécificités des communautés qui se battent pour la justice, le droit, etc. Donc, revenons à cette donnée fondamentale, que à ce à quoi nous assistons actuellement a un sens, a un objectif. Et je termine en disant que là où aussi, quand vous regardez les débats, mais dans quel contexte on se situe? Nous sommes dans un contexte où l'extrême droite, fasciste, anti-étranger, dont la violence fait partie de l'ADN, raciste, opinion ouverte, elle est à la porte du pouvoir dans la plupart des pays européens. C'est un point fondamental. Nous sommes dans ce contexte-là. Mais cette menace-là, elle est occultée. Et on fait un débat conceptuel sur il n'y a pas d'islamophobie, est-ce qu'il y en a? On ne se demande pas pourquoi il y a autant de musulmans victimes ou autant de juifs. Le mot, pour divertir le débat. Donc, ce à quoi je voulais insister, c'est de bien comprendre que nous sommes dans un contexte politique, revenir à l'enjeu politique et au jeu de pouvoir. Mais heureusement, il y a des individus comme Louis, comme Christian, des institutions comme l'UNESCO, etc., et qui littéralement se battent. Et je terminerai par dire qu'il y a aussi, au niveau des historiens, et parce qu'il faut partager nos lectures, je vous suggère de lire le livre de Jean-Paul Demoule, qui s'appelle « Mais où sont passés les Indo-Européens ?» Le mythe fondateur de l'Occident. Lisez-le. Il revient là-dessus et il inscrit vraiment ce concept d'indo-européen qu'on a racialisé avec un lieu d'origine mythique, une race mythique, etc. Comment elle a structuré toute l'idéologie de la pensée occidentale, elle a abouti au nazisme, elle a abouti au reste. Et en passant, de Moule cite Voltaire qui, en parlant des Juifs, parle du peuple abominable. Voltaire. Mais cette citation de Voltaire, on ne la trouve pas dans la historiographie officielle. Mais donc ce que je voulais vous dire, nous sommes dans ce contexte-là, où c'est un débat qu'il faut déconstruire, contextualiser, expliquer et ramener toujours au jeu de pouvoir politique. Et alors, référence bibliographique pour autre référence, je tiens à recommander à tous la lecture de Cause commune de Nicole Lapierre à propos justement de cette conjonction des mémoires et des causes mémorielles, véritablement. C'est un ouvrage absolument essentiel de nos jours. Le silence auquel vous avez fait allusion, je voulais lire une phrase d'un écrivain immense. Quand il écrit cela,
C'est quelque chose qui nous fait forcément penser à ce que vous venez de dire. C'était lors d'un voyage à Gorée, un voyage il y a 3 ans de cela. Patrick Chamoiseau, en voyage à Gorée, a dit ceci. Voir Gorée, c'est visiter l'invisitable. Le bavardage et la démonstration brisent les stèles du silence, et le tourisme offusque l'inoubliable blessure. Et c'est là que je vous demande d'écouter cela. Ô frères, courbez-vous, honorez le murmure. Si on n'a pas ce murmure, si on n'a pas le poids de ce silence en tête, de ceux qui n'ont jamais parlé, c'est ce que disait Césaire, on ne peut pas faire l'histoire, on ne peut pas faire de la mémoire, on ne peut rien faire du tout. On est je dirais, des bénéficiaires hors sol d'un héritage qu'on n'a pas. Donc finalement, entendre le murmure, entendre et pouvoir retracer cette route des boulets verdis que disait Édouard Glissant, cette chaîne invisible de l'Atlantique, avec ces boulets de ces esclaves qui étaient jetés par-dessus les négriers, c'était cela.